toutes et tous et bienvenue à la Bourse du Travail. Alors, je pense que les applaudissements, quand même, sont une forme de bienvenue qu'on sent très forte. Moi, je veux souhaiter la bienvenue, exprimer le plaisir et l'honneur que peut avoir la CGT aujourd'hui et ses syndicats à accueillir dans cette Bourse du Travail Ala Bouassira, qui est l'ambassadrice, vous le savez, de la Palestine en France. En accueillant Ala Bouassira, on accueille l'ambassadrice, on accueille la camarade, et on envoie au peuple palestinien, qui subit aujourd'hui une situation dramatique, sans précédent, on envoie un message fort de solidarité et de fraternité, et qui sachent qu'on aimerait bien aussi les accueillir dans cette bourse du travail pour pouvoir les aider à se défendre contre tout ce qui leur arrive. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps, tu vas faire une petite présentation. L'idée, c'est qu'on laisse parler Ala Bouassira le plus longtemps possible. Vous êtes venus pour l'écouter, que vous puissiez lui poser des questions et puis auxquelles elle répondra, et puis qu'on puisse finir tous ensemble, parce que c'est la plus belle chose qu'on peut faire ce soir. Voilà, je vous remercie. Pour la FSU 31, évidemment, grand merci à vous d'être là ce soir. Notre grand plaisir et notre grand honneur également de recevoir l'ambassadrice. Ce temps de débat, on l'a souhaité aussi parce que c'est un moment fort pour prolonger nos manifestations qu'on a conquises un peu de haute lutte dans le contexte que vous connaissez. Donc oui, c'est un temps de mobilisation pour nous, c'est un temps de fraternité, de messages envoyés au peuple palestinien. J'en dis pas plus, Cédric a tout dit. On vous remercie d'être là et encore un grand merci. Merci à vous. Chers amis, chers camarades, cher Cédric, chère madame, c'est un grand plaisir. C'est ma première fois dans la ville de Toulouse et permettez-moi de vous dire que je viens juste de m'apercevoir de la beauté et l'authenticité de votre ville que je ne connaissais pas auparavant. Et c'est un grand plaisir d'être ici parmi vous ce soir, même si le moment est très difficile. Et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on se renforce, quand on se trouve avec les amis. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier la CGT vraiment et la FSU pour votre soutien infatigable, historique. À la cause du peuple palestinien, aux droits du peuple palestinien, les droits inaliénables du peuple palestinien. Nous partageons une même quête ensemble. C'est la quête de l'égalité, c'est la quête de justice. La justice et l'égalité. Et ça, c'est le fondement de la quête du peuple palestinien. Une liberté, une justice et une égalité. Et c'est un combat que nous menons avec le soutien des amis partout dans le monde. Nous menons ce combat depuis 75 ans aujourd'hui. Malheureusement, cette année, nous commémorons la première Nakba, mais également la deuxième Nakba. Une Nakba qui dure depuis 75 ans contre le peuple palestinien, où l'ensemble du peuple palestinien a été déraciné de chez lui, son existence a été menacée, son existence sur sa terre et son identité. Des tentatives non cessent de la part d'Israël de déformer, anéantir même l'identité palestinienne. 75 ans des Nakba, 56 ans d'une colonisation, d'un régime colonial et un régime d'apartheid imposé contre le peuple palestinien et une politique de décolonisation qui menaçait
littéralement l'existence du peuple palestinien sur sa terre. Pourquoi je vous parle de ça? Jusqu'au 6 octobre, nous n'avons pas arrêté de parler des violations israéliennes de droit international. Nous n'avons pas arrêté de parler de la politique d'apartheid, la politique de colonisation menée par Israël contre l'ensemble du peuple palestinien partout dans le territoire occupé palestinien. À Jérusalem-Est, comme en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, le blocus le plus inhumain est toujours imposé contre 2,3 millions d'habitants. Et nous n'avons pas arrêté de dire, faites attention, de dire à nos amis, de dire à nos partenaires, à dire à tous ceux qui voulaient nous voir vivre en paix. On a demandé et on a dit, une telle situation ne peut pas continuer. Ça va être l'explosion imminente d'un peuple qui vit les attaques au quotidien des colons israéliens, les colons les plus violents, le terrorisme des colons israéliens, les pratiques israéliennes sur le terrain contre l'ensemble de la population palestinienne, la démolition des maisons, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. 48 maisons ont été détruites depuis le 7 octobre en Cisjordanie. L'expulsion forcée de la population de chez elle, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et la détention arbitraire, moi je dirais le kidnapping, la prise en otage d'une population, de tout un peuple. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'histoire en Palestine n'a pas commencé le 7 octobre. C'est ce contexte politique et historique qu'il faut garder en tête pour comprendre où on est aujourd'hui, sans justifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faut être clair. Mais un crime ne justifie pas un crime beaucoup plus grand, avec une dimension qui surpasse toute compréhension humaine et toute compréhension légale. Depuis le 7 octobre, un crime de génocide a été déclaré officiellement par tout responsable israélien, commençant par le chef de l'État israélien, le président israélien, le Premier ministre, le ministre de la Défense israélienne, le ministre des Affaires étrangères et tout ministre de ce gouvernement le plus fasciste dans l'histoire d'Israël. Il faut appeler les choses par leur propre nom. Un crime de génocide a officiellement commencé le 7 octobre. Et aujourd'hui, tous les éléments pour qu'un crime de génocide soit reconnu comme tel sont réunis. Et là, c'est malheureusement, c'est pas de la joie et c'est pas de la victoire de dire oui, on a gagné à la Cour de justice internationale, il y a une reconnaissance de crime de génocide. Car le crime de génocide, c'est le crime ultime, le plus grand crime qu'un être humain ou un État peut imposer contre un autre être humain ou un groupe national. Si vous permettez, je vais vous parler de la situation, juste en quelques chiffres, de la situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Si je parle des victimes palestiniennes dans la bande de Gaza, en total, nous parlons de 100 000 victimes. 100 000 victimes palestiniennes, qui inclut 26 900 assassinés. 26 900 jusqu'au cet après-midi. 66 000 blessés et plus de 10 000 perdus. Perdus, c'est-à-dire ce sont des corps qui sont toujours sous les décombres, on n'a pas pu les retirer.
On arrive à 100 000 victimes en 4 mois bientôt. 4 mois, 117 jours. C'est énorme. C'est énorme. 70% de ces victimes sont des femmes et d'enfants. 93% de l'ensemble des victimes sont des civils. Et permettez-moi de citer Oxfam, l'organisation onusienne. Sur le nombre des victimes palestiniennes, selon Oxfam, 250 Palestiniens sont assassinés chaque jour dans la bande de Gaza. Depuis 3 semaines. Car avant, chaque jour, il y avait 1000 Palestiniens assassinés. Si on compare avec les autres conflits armés dans le monde, en Syrie, par jour, 96 victimes, au Soudan, 51, en Ukraine, 43 et au Yémen, 15 victimes par jour, 250 en Palestine, dans la bande de Gaza. C'est énorme partout. La perte de toute vie civile est à déplorer partout où elle se passe, que ce soit en Palestine, en Israël, en Ukraine, au Yémen ou partout dans le monde. Et ça doit nous indigner. Ça doit nous indigner tous. Depuis le début de cette agression israélienne, Israël a imposé toute mesure pour anéantir l'existence des Palestiniens dans la bande de Gaza. Selon le ministre de la Défense israélienne, ils ont coupé l'eau, l'électricité, la nourriture, la communication de ces animaux humains qui sont nous les Gazaouis, qui sont ma famille également, car je viens moi-même de la ville de Gaza et j'ai toute ma famille dans la ville de Gaza, dans la bande de Gaza aujourd'hui, dispersée partout entre sud et nord. Et 2 millions de Palestiniens aujourd'hui ont été forcés à quitter chez eux. Au départ, 1,4 million se sont réfugiés suite à la demande israélienne et à la menace israélienne. Ils étaient demandés d'aller vers le sud, un endroit sûr pour la population civile, car il est de la responsabilité d'Israël en tant que puissante d'occupation d'assurer la sécurité de la population civile. Du coup, on demande à la population civile d'aller vers le sud, mais Israël immédiatement commence à bombarder le sud. Et jusqu'à maintenant, il y a des commandes dans le sud de évacuer d'une ville à l'autre, et c'est avec l'objectif, et on le voit aujourd'hui, de concentrer l'ensemble de la population de la bande de Gaza vers la ville frontalière de Rafah, sur les frontières égyptiennes, avec l'objectif déclaré de les forcer à partir en Égypte et s'installer au Sinaï. Une expulsion forcée et un transfert forcé de la population sous occupation de chez elle, ce qui constitue un crime de guerre et qui constitue aussi un élément fondamental de crime de génocide. Et l'atteinte à la population civile. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, plus de 50% de la population gazaoui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. C'est-à-dire, c'est une population dans sa majorité des enfants, est composée d'enfants. Du coup, on cible cette population civile sans distinction. On a ciblé, Israël a ciblé les hôpitaux, les écoles, qui se sont transformées en écoles abris, les universités. L'ensemble de 16 universités palestiniennes dans la bande de Gaza n'existent plus, ont été complètement anéanties. Aujourd'hui, 80% de toute unité résidentielle, de toute infrastructure dans le nord de la bande de Gaza
est anéanti, est rasé tout simplement. Les hôpitaux, les écoles, les maisons, les universités, les magasins. On est à l'arrêt de toute activité économique. Ça, on ne pense pas au quotidien. Personne ne travaille depuis 4 mois dans la bande de Gaza. Personne n'a de revenus pour subventionner aux besoins de ses enfants. Toute activité économique est à l'arrêt. Toute activité normale est à l'arrêt. Toute activité humaine est à l'arrêt. Aujourd'hui, tout le monde cherche l'abri, cherche à sécuriser ses enfants, cherche à protéger sa fille ou sa mère ou sa femme ou sa petite fille d'une bombe qui va être larguée sur des familles entières. Plus de 45 000 bombes ont été, qui pèsent 65 000 tonnes. 45 000 bombes qui pèsent 65 000 tonnes ont été larguées sur la bande de Gaza les premiers 3 mois. Je ne connais pas, c'est l'équivalent de combien de bombes atomiques, mais minimum 2, selon les experts. Minimum l'équivalent de 2 bombes atomiques sur une population civile. J'aimerais bien parler un peu des enfants et des femmes palestiniennes. Aujourd'hui, plus de 1000 enfants ont été amputés sans anesthésie. Je crois que vous avez vu, vous avez suivi. Les hôpitaux sont anéantis, leur capacité à répondre aux besoins, à opérer, à avoir des lits, il n'existe plus. On est en train d'opérer par terre sans anesthésie. On est en train d'amputer sans anesthésie. On a tous vu la vidéo d'un père qui a amputé sa propre fille, sa jambe, à la maison, à la table de dîner. Ça, c'est la réalité dans la bande de Gaza. Plus de 10 000 enfants aujourd'hui dans la bande de Gaza ont perdu leur père. Plus de 55 000 femmes enceintes dans la bande de Gaza. Enceintes, sans suivi médical, sans médicaments, et qui accouchent dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire dans une tente sur le sable, sans les conditions d'hygiène ou de suivi, d'accompagnement médical qui est nécessaire à un accouchement. La fausse couche, il est de 300% parmi les femmes palestiniennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et ça me ramène à la chose la plus fondamentale et basique. Trouver de quoi boire et trouver de quoi manger. Et on sait tous qu'avant le 7 octobre, tout était rare. Tout était rare, ou presque rare dans la bande de Gaza, faute de blocus israélien qui est imposé sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans la bande de Gaza. Et Israël insiste toujours à ne pas permettre l'accès et l'entrée de l'aide humanitaire, de la nourriture, de l'eau, de médicaments, de fioul dans la bande de Gaza qui permettrait la survie de cette population civile et dans sa majorité de femmes et enfants. Ça, c'est la réalité de ma famille et de toute famille se trouve aujourd'hui dans la bande de Gaza. On fuit la mort, on cherche un abri et on voudrait que ça termine. Les rêves sont brisés, les vies sont anéanties. Et tout ça, je reviens au crime de génocide. Et je reviens à la communauté internationale. Et je reviens au point le plus important aussi. Est-ce qu'Israël a le droit de se défendre contre la population palestinienne dans la bande de Gaza? Non, Israël n'a pas, par le droit international, le droit de se défendre contre le peuple qui l'occupe.
une force occupante est dans l'obligation de protéger la population sous occupation et pas l'anéantir, et pas l'exterminer, et pas perpétrer un crime de génocide. Et dans ce contexte, dans la bande de Gaza, Israël n'a pas le droit à se défendre. Il a droit à mettre terme à son agression, il a droit à protéger les vies civiles, il a droit à protéger et laisser fonctionner toute infrastructure, et surtout médicale et éducative, et protéger cette population civile. Et tous ceux qui ont donné à Israël le droit de se défendre, à nos yeux, sont complices de crimes de génocide qui est en cours. Et ils ont donné un feu vert à Israël de perpétrer le crime et les crimes qu'il est en train de perpétrer contre le peuple palestinien. C'est pour cela que l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël. Il a apprécié, il a jugé, il a vu que les éléments qui constituent un crime de génocide sont réunis. Malheureusement, encore une fois. Et la Cour, le 26 janvier, était une journée historique. Et je ne dis pas que c'était un moment de victoire. Pour moi, personnellement, c'était un moment de grande tristesse. Car la Cour a dit, a tranché, elle a dit il y a un risque majeur, un risque grave de crime de génocide. Et c'est en soi énorme. La Cour a dit il y a un risque majeur de génocide, de crime de génocide, et elle a ordonné des mesures provisoires, des mesures urgentes à Israël à faire dans les médias. C'est de protéger la population civile, c'est de ne pas atteindre les civils palestiniens, c'est de permettre l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, quelques camions rentrent par jour. Il y a des jours où aucun camion rentre. Israël interdit toujours l'entrée des médicaments, l'entrée de fioul, l'entrée de gaz, l'entrée de l'eau. Quelques camions pour 2,3 millions d'habitants. Et pour Israël, cette aide est interdite d'arriver au nord de la bande de Gaza, où se trouvent toujours 300 000 personnes qui n'ont pas pu évacuer la bande de Gaza et évacuer le nord parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et pour eux, on est ciblé partout où on se trouve dans la bande de Gaza. Du coup, ils décidaient de rester chez eux. Israël doit permettre l'aide dans l'ensemble de la bande de Gaza, dans le sud comme dans le nord, et elle doit freiner, de cacher toute évidence, toute preuve de crime de génocide, et elle doit, dans un mois, ça veut dire le 26 février, soumettre à la Cour un rapport où il doit détailler les mesures qu'il a prises pour empêcher l'occurrence d'un crime de guerre, crime de génocide, et Israël doit, d'ici un mois aussi, poursuivre devant la justice israélienne tous les responsables israéliens qui ont fait des déclarations génocidaires, ce qui a été reconnu par la Cour. Israël doit rendre ou présenter devant la justice israélienne entre guillemets, le président de l'État d'Israël, le Premier ministre israélien, le ministre des Affaires étrangères israélien, le ministre de la Défense israélien. Et c'est une obligation. Et l'obligation est aussi pour la communauté internationale, les États partis à la Convention. C'est de renforcer cette ordonnance de la Cour et de tout faire pour empêcher l'occurrence de ce crime de guerre.
pas arrêter toute coordination, toute collaboration, toute vente d'armes à l'État d'Israël. Et ne pas participer en aucune forme dans ce crime de génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Et ça, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Et surtout, ceux qui ont écrit le droit international, ceux qui défendent le droit international, ceux qui ont choisi d'appliquer le droit international. Dans certains conflits, ils refusent de l'appliquer dans la question palestinienne. Et ils insistent toujours à faire d'Israël l'exception quant à l'application du droit international, quant à l'utilisation des mécanismes, les mécanismes et les outils pacifiques et juridiques accordés par le droit international contre tout État qui viole ce droit. Et Israël ne doit pas faire l'exception. Et nous ne devons pas, Palestiniens, aussi être l'exception quant à nos droits légitimes de vivre chez nous, d'être libres, d'être indépendants et de vivre en paix avec Israël. Tout de suite après l'ordonnance de la Cour de justice internationale, nous avons vu une attaque sans précédent sur UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Israël, depuis une trentaine d'années, a déclaré, il continue à déclarer, qu'on va éliminer cette organisation. Ces tentatives d'éliminer UNRWA, d'annuler son existence, sont anciennes. Tout prétexte a été utilisé contre UNRWA depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, nous jugeons que ces tentatives de discréditer UNRWA en tant qu'organisation, la seule organisation qui est présente sur le terrain, qui fournit la nourriture, qui fournit de la couverture, qui fournit de l'eau et de médicaments et des soins à la population gazaoui. C'est la seule organisation qui opère sur le terrain. Israël, en lançant cette guerre contre UNRWA et son existence, essaye vraiment, pour nous c'est une tentative, mais de assassiner les 2,3 millions de Palestiniens. Une condamnation à mort immédiate de l'ensemble de la population gazaoui dans l'ensemble et le retour des réfugiés palestiniens. Parce qu'UNRWA, c'est aussi l'organisation qui est tâchée de l'ensemble des réfugiés palestiniens en Palestine comme dans le diaspora, dans les camps de réfugiés palestiniens, de 6 millions de réfugiés palestiniens, jusqu'au l'application de la résolution des Nations Unies 194 qui stipule le retour de ces réfugiés chez eux. Et c'est un droit inaliénable. Inaliénable. Du coup, toute tentative de discréditer UNRWA et de l'anéantir, c'est une tentative de liquider le peuple palestinien, d'assassiner le peuple palestinien et de liquider sa cause. Aujourd'hui, chers amis, chers camarades, nous sommes face à une situation sans précédent. Une question humanitaire, une situation humanitaire catastrophique. Quelle voie de sortie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une évidence qu'il n'y aura jamais de solution militaire. En Palestine, il n'y aura jamais de solution militaire. La seule solution serait politique. Et ça serait une solution qui réglerait et qui adresserait le fond du problème, qui est
l'apartheid, qu'il y ait la colonisation et qu'il y ait l'occupation. Il faut que tous les efforts internationaux se réunissent pour mettre terme à l'apartheid et à l'occupation et à la colonisation. Réunir les efforts pour permettre à la concrétisation de la solution à deux États. Beaucoup aujourd'hui doutent même de la pertinence de cette solution. Et c'est légitime. Beaucoup disent qu'il n'y a plus de place pour un État palestinien, de par la colonisation, de par la confiscation de terres, de par l'expulsion des Palestiniens. Mais nous disons, c'est la seule solution capable que le peuple palestinien exerce son droit inaliénable à l'autodétermination, c'est-à-dire de vivre en liberté, de vivre en indépendance chez lui. Et c'est à ce peuple libre et indépendant de décider son avenir, de décider son sort avec ses voisins, y compris Israël. Et cette solution, c'est le fruit d'un consensus international. On ne l'a pas choisi. Et on a fait la concession la plus grande dans notre histoire. C'est d'accepter d'établir notre État sur 22% de la Palestine historique. Et pourquoi? Pour pouvoir vivre en paix et en liberté. Et pour concrétiser aujourd'hui cette solution, qui serait la voie d'après, il faut reconnaître l'État de Palestine par les États qui ne l'ont pas toujours reconnu, pour préserver cette solution et pour aider le peuple palestinien à rester attaché à cette solution. La France doit reconnaître l'État de Palestine et la France doit soutenir la demande d'adhésion de l'État de Palestine comme État membre à part entière aux Nations Unies. Ça serait un message fort envers la paix, ça serait un message fort envers le peuple palestinien et ça serait un message fort pour Israël qui jouit de l'impunité totale depuis des décennies, des longues décennies. Et c'est pour cela que l'État de Palestine continue dans la voie juridique. C'est très important pour moi de parler de cette voie juridique. La bataille juridique est la seule qui permettrait au peuple palestinien de gagner ses droits. Malgré un système international et malgré un système multilatéral complètement fragilisé, de par son échec total sur la Palestine, sur la question palestinienne, à rendre justice au peuple palestinien. Mais nous avons cette conviction et nous garderons cette foi en ce système international, parce qu'on n'a pas le choix. Et le système international n'a pas le choix que de nous rendre justice un jour. Les mécanismes imposés sur d'autres pays doivent être imposés sur Israël. Les droits accordés à tout peuple sur cette terre doivent être accordés au peuple palestinien. Beaucoup d'injustices a eu lieu en Palestine. Beaucoup de souffrances. Mais le peuple palestinien, et c'est pour cela que j'adore mon peuple, et je le dis avec beaucoup de fierté et avec beaucoup de force, nous croyons vraiment en notre droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à la justice. Et nous nous battrons en utilisant ces mécanismes internationaux, ces outils juridiques et ce système international. Et pas seul, avec vous, avec les amis, avec ceux qui croient que justice doit être faite au peuple palestinien, que ce peuple mérite d'être humanisé enfin, que ce peuple mérite d'être entendu enfin.
C'est ensemble qu'on pourra y arriver. Et à cet égard, je voudrais saluer vraiment toute la solidarité et toute la mobilisation qu'on a vue depuis le 7 octobre. Et non seulement depuis le 7 octobre, mais il y avait une mobilisation internationale extraordinaire, des hommes et des femmes libres, qui croient au droit de tous de vivre en paix, mais de vivre en égalité et en justice, palestiniens comme israéliens, et qui croient que toute vie palestinienne veut toute vie israélienne ou toute vie sur cette terre. Et sans vous, sans la solidarité, sans le soutien et sans les voix qui se sont levées dans le monde entier pour dire le peuple palestinien mérite d'être vu, d'être entendu et d'être accordé ses droits, nous ne pourrons pas arriver à notre objectif ultime, qui est notre liberté. Car notre liberté, je n'exagère pas quand je le dis, c'est votre liberté aussi. Justice pour nous, c'est justice pour l'ensemble de l'humanité. C'est justice pour tout homme et femme libre qui croient en toutes les valeurs sur lesquelles votre continent a été bâti après des années de douleur extrême. Je le redis, un crime ne justifie pas un autre. Et je dis, le peuple qui a vécu le crime de génocide ne doit pas en faire un autre contre un autre peuple. C'est le moment de vérité. Et c'est le moment pour nous tous de continuer à nous battre avec tous les moyens accordés par le droit international jusqu'à la liberté, jusqu'à, dans les médias, à un cessez-le-feu. À Gaza, tout le monde compte les secondes. Je comptais les secondes avec ma famille. Les nuits sont très très longues, les journées sont extrêmement longues. On veut que ça cesse, on veut que les bombes cessent. On veut qu'on nous voit, on veut qu'on nous entend. Moi, je porte devant vous ce soir la voix de mon peuple. À Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La voix de mon peuple où il se trouve. Pour dire, il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut que mon peuple a accès aux premières nécessités, aux soins, à la nourriture, à l'eau, à l'électricité, à pouvoir vivre chez soi. Il aura beaucoup à faire après ce cessez-le-feu. En parallèle avec ce cessez-le-feu, nous disons que la bande de Gaza doit faire partie d'une dynamique politique globale sur l'ensemble du territoire palestinien occupé. Il n'y aura pas d'arrangement politique différent ou administratif différent pour la bande de Gaza. Et nous n'acceptons pas que Israël annexe ou gouverne ou a une présence militaire ou administrative ou sécuritaire ou quelconque dans la bande de Gaza. Il doit y avoir un règlement global pour la question palestinienne, pour mettre terme à cet apartheid et à cette occupation. Et la solution est simple. On ne va pas inventer des nouveaux termes de référence ni des nouveaux processus. La solution, on la connaît, les références, on les connaît, qui sont basées sur les résolutions des Nations Unies et sur un consensus international. Et c'est la seule voie qui garantirait aujourd'hui et la sécurité et la stabilité, non seulement en Palestine ou en Israël ou dans la région, mais dans l'ensemble du monde entier. J'étais pas longue. C'est bon?
C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre patience. Et à chaque fois, quand je parle de Gaza, je termine par ça. Je ne sais pas à quel point je peux aller loin dans les détails de quotidien. J'essaye de vous transmettre la réalité, le quotidien, la souffrance, l'injustice. Et c'est avec le seul objectif vraiment de vous mobiliser, je le dis clairement. Et je suis confiante et j'ai cette conviction que aucun homme libre, aucune femme libre n'accepterait ce qui se passe dans la bande de Gaza et dans l'ensemble du territoire palestinien. Ensemble, on va continuer notre lutte. Ensemble et avec la solidarité, on va y arriver. On est confiant en Palestine. Et je voulais vous dire que mon peuple a une force extraordinaire. Il a une résilience extraordinaire. Il a une détermination extraordinaire. Plus que jamais, à continuer jusqu'à la liberté. Merci beaucoup. On redonnera la parole à la salle. Merci beaucoup pour ces questions. Tout d'abord, je suis l'ambassadrice de Palestine en France. Je ne représente pas, j'en suis pas la représentante de l'autorité palestinienne. Juridiquement, je représente l'OLP. L'OLP qui est le seul et légitime représentant du peuple palestinien. Et il y a toute une différence. Du coup, je ne représente pas le Fatah, je représente l'OLP dans son ensemble avec toutes c'est l'identité, les structures de l'OLP qui représentent l'ensemble du peuple palestinien. C'est une erreur très très courante ici en France. Je n'en suis pas ni l'ambassadrice ni la représentante de l'autorité palestinienne. Ça fait des années que nous avons les pourparlers entre le Fatah et le Hamas, avec l'objectif d'arriver à l'unité, à la réconciliation interpalestinienne. Et c'était un chemin dur, long, mais aujourd'hui, je dis, et l'ensemble du peuple palestinien, ce chemin doit aboutir. C'est le moment d'arriver à la réconciliation interpalestinienne pour, comme on dit chez nous, arranger la maison pour pouvoir combattre l'ennemi le plus grand, qui est l'occupation israélienne, qui est l'apartheid israélien, qui est la colonisation israélienne. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment d'unité palestinienne. C'est le moment que toutes les factions palestiniennes rentrent au sein de l'OLP et qu'on a un projet national et une vision politique sur un projet national commun qui nous permettrait de combattre l'occupation. Simple. Et permettez-moi de vous dire, chère madame, sur la troisième partie de votre question. Beaucoup nous demandent sur les positions des pays arabes. Permettez-moi de commencer par les peuples arabes. Et je suis fière de voir le soutien et de voir la souffrance avec nous. On le voit, on le sent, on l'entend. La souffrance, elle est massive, elle est aiguë. Le soutien, il est extraordinaire. Et je vais vous dire vraiment clairement, on voit le soutien arabe
comme on voit le soutien international dans un moment très critique, dans les moments les plus cruciaux aux Nations Unies. Aux Nations Unies. Quand la Palestine, il y a 2 semaines, 3 semaines, quand il y avait la résolution devant l'Assemblée générale des Nations unies, 160 États ont voté pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Au Conseil de sécurité, sur l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, l'ensemble des États ont voté pour, y compris la France, pour cette résolution. Les États-Unis ont choisi de s'abstenir pour laisser passer cette résolution. Au moment critique, nous sommes tous dans le même camp. Au moment critique, nous sommes tous d'une seule voix. Moi, j'espère que cette seule voix soit visible pour vous et qu'elle soit concrétisée plus fortement. Jenin, la situation est extrêmement difficile. Je l'ai dit tout à l'heure dans une interview, c'est pas que Jenin, c'est l'ensemble des villes palestiniennes en Cisjordanie qui subissent les attaques et des colons israéliens et de l'armée israélienne, les attaques terroristes des colons terroristes israéliens dans l'ensemble de la Cisjordanie. Mais Jenin a payé très très cher. Destruction. Jenin était toujours le théâtre de l'agression israélienne, comme la ville de Naplouse, comme la ville de Toul-Karem, comme la ville de Hébron, comme la ville de Ramallah, comme Jérusalem-Est. Mais je crois que vous faites aussi référence à ce qu'on a vu, le crime de guerre qu'on a vu documenté hier au sein d'un hôpital des forces spéciales israéliennes déguisées en médecins. C'est interdit en droit international, les opérations par de déguisement, d'entrer dans un hôpital et de liquider, d'assassiner 3 personnes, 2 dormaient et le 3e était un blessé dans un état de paralysie totale. Et on l'a liquidé d'une manière extrêmement qui appelle en fait ou qui rappelle le fait que c'est un crime de guerre qui s'est passé devant nous tous. Jenin, c'est le fief d'une résistance palestinienne à l'occupation israélienne, comme Naplouse l'est, comme Hébron l'est, comme chaque ville palestinienne l'est. C'est une attaque massive aujourd'hui qu'on voit sur l'ensemble du territoire palestinien occupé. Il ne faut pas oublier qu'à Jérusalem-Est, sur l'esplanade, des centaines de colons attaquent le Haram al-Sharif chaque jour avec l'objectif de changer le statu quo existant à Jérusalem-Est. L'attaque, elle est massive contre le peuple palestinien. C'est pour ça qu'il faut une solution globale pour l'ensemble du territoire palestinien occupé. Et la solution, elle est seule, elle est unique. C'est la fin de l'occupation, c'est la fin de l'apartheid, c'est la fin de la colonisation et c'est la concrétisation de droits du peuple palestinien, de droits inaliénables du peuple palestinien à la liberté et à l'indépendance. Le UNRWA, comme je l'ai dit, le UNRWA est vraiment le cible d'Israël, de l'État d'Israël, depuis des décennies. Aujourd'hui, le fait de... J'en suis pas juriste par excellence, j'ai quelques notions, mais logiquement, c'est l'organisation qui fournit la seule première nécessité dans la bande de Gaza. Si on ne le finance pas, on empêche qu'il exerce cette mission et son assistance au peuple palestinien. Du coup, ça veut dire l'anéantissement du peuple palestinien. Et je crois qu'on peut
appeler ça une complicité dans le crime de génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Je laisserai les juristes répondre à ça, mais je crois que c'est possible. C'est possible de considérer que des États qui ont suspendu ou qui ont arrêté leur financement à UNRWA en ce moment-là soient complices de crimes de génocide qui est en cours dans la bande de Gaza et du coup, elle peut être traduite devant la justice internationale. Cher monsieur, Yasser Arafat, pourquoi il a signé Oslo? Il a signé Oslo dans un moment très critique pour le peuple palestinien. C'était après Beyrouth et c'était après la deuxième guerre de Golfe de 91, où l'existence même du peuple palestinien, de sa direction dans le diaspora, était fragilisée. L'OLP était fragilisée, et je le dis clairement, par la position qu'il a prise dans cette guerre de Golfe. Et c'était le moment où les grands acteurs internationaux œuvraient pour ouvrir un processus entre Israéliens et Palestiniens. Personnellement, je vois que Oslo a permis à la concrétisation de l'identité, de l'existence du peuple palestinien sur sa terre. Sur sa terre. Le retour des centaines de milliers, d'avoir la direction palestinienne sur la terre de Palestine. Aujourd'hui, et comme j'ai dit, c'est une question légitime. Beaucoup doutent la solution à deux États. Beaucoup la voient. Le président Abbas l'a dit il y a 2 ans lors de son discours aux Nations Unies. Il a dit la solution à 2 États, de par les pratiques israéliennes sur le terrain, anéantit. Et ce processus de Oslo est en train de s'évaporer. La solution à 2 États est en train de s'évaporer. Et le président a dit, si cette solution est complètement morte, on n'aura qu'une seule alternative. C'est de demander l'égalité dans un seul État qui s'appelait ce qu'il s'appelait. Mais demander l'égalité dans un seul État, qui serait par le rejet d'Israël de facto un État d'apartheid. De facto et de jure, un État d'apartheid. C'est pour cela, nous disons, c'est la solution à 2 États. C'est l'exercice du peuple palestinien de son droit inaliénable à l'autodétermination, qui est fondamental. Et après, c'est au peuple palestinien de décider son sort avec ses voisins. Voilà, merci. Merci, chère madame. Et je vous vois mieux comme ça, je sens beaucoup votre émotion. Et croyez-moi, je suis très, très émue, déjà moi, de me trouver ici, devant vous, de porter la voix, comme j'ai dit, de mon peuple, et de faire le témoignage que j'ai fait. Cette question et je commence par la dernière question, cette question nous est posée chaque jour, depuis le 7 octobre. À la mission palestinienne, à l'ambassade, nous recevons des dizaines de milliers de mails, de messages, de lettres, pour dire « nous vous soutenons ». C'est une question de justice, c'est une question de liberté, et nous sommes avec vous. Et comment on peut aider? C'est la question qui nous est posée. Pour moi, c'est un révélateur déjà de l'engagement, de soutien. Mais face à ce drame extraordinaire sans précédent,
je comprends et tous, on se pose la question, y compris moi-même, comment on peut aider, comment on peut s'engager, comment on peut apaiser un peu ce qui vit le peuple palestinien, mais particulièrement la bande de Gaza. Moi, je vais être très claire et simple. Il n'y a pas 1000 chemins à prendre. Il faut continuer à, vous aussi, porter la voix du peuple palestinien. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une campagne de censure dans le monde entier, sans précédent, contre quiconque qui ose parler des souffrances du peuple palestinien. On voit une campagne de déshumanisation totale du peuple palestinien et de délégitimation totale du peuple palestinien. Il faut continuer à hausser sa voix, à porter la voix du peuple palestinien, parce que c'est de la voix de la justice, la voix de droit. Ça, c'est un chemin extrêmement important. Et moi, je crois que s'il y avait un changement dans les positions des gouvernements occidentaux, ça n'est pas assez encore. S'il y a un changement, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre mobilisation, c'est grâce à votre engagement. Et toute femme et homme doivent avoir la liberté d'expression partout où ils se trouvent. Et pour Gaza, il y aura un moment. Aujourd'hui, l'estimation, l'évaluation de la situation, elle est extrêmement difficile. On ne sait pas ce qu'on va découvrir encore le jour où cette agression va s'arrêter. Moi, j'attends un degré et une destruction sans précédent. Quand je vois sur les photos mon quartier, je ne reconnais plus ni ma maison, la maison de ma famille, ni les maisons de mes oncles. Tout était rasé. Il aura beaucoup à faire, beaucoup à construire, beaucoup à reconstruire, et surtout l'humain à être aidé, soutenu, épaulé, et un soutien matériel. Nous, dès le départ, on a appelé à soutenir 2 organisations, UNRWA et le Croissant Rouge palestinien. C'est les 2 qui sont sur le terrain dans ce moment d'agression. Bien sûr, il y a beaucoup d'associations qui travaillent aujourd'hui sur le terrain, qui apportent soutien, qui apportent ce qu'ils peuvent pour alléger un peu le vécu pendant ce moment sous agression. Et c'est extraordinaire. Mais il y aura beaucoup à faire. On le fera ensemble. Voilà, je sens votre émotion, mais cette question qui nous est posée chaque jour. Chaque jour. L'avenir va être difficile. L'avenir, je parle de notre droit inaliénable à l'autodétermination. Et pourquoi j'en parle? C'est un droit fondamental. J'ai le droit de décider mon sort, j'ai le droit de décider et de choisir. Et je le redis, ce choix est remis en question. Bien évidemment, il est remis en question. Mais pour le moment, ça reste mon choix. Mon choix. Je veux être libre chez moi, même si c'est dans mon petit chez moi sur 22% de la Palestine. Je veux pouvoir moi-même aller chez moi dans ma ville natale, aller à Gaza visiter ma famille. Depuis 16 ans, on m'a permis d'aller une seule fois. Je veux être libre de rentrer chez moi, d'aller voir ma famille, que j'ai vue une seule fois en 16 ans. C'est pour ça qu'on est attaché à cette solution. Mais toute option, tout scénario est possible. Il n'y a pas de choix sacré. Quand on voit que cette solution est complètement anéantie, elle est morte, le peuple palestinien aura d'autres choix. Mais toutefois doit garantir ses droits fondamentaux. L'avenir est difficile. Aujourd'hui, la perspective est extrêmement difficile. C'est pour cela que j'ai dit, je ne vais pas me projeter dans le jour d'après.
je me projette et je me focalise sur ce moment-là. L'urgence est vraiment pour l'arrêt de l'agression israélienne, pour un cessez-le-feu immédiat, pour apporter soutien à la population palestinienne et après ouvrir une perspective politique. Mais le moment est extrêmement difficile, les douleurs sont extrêmement grandes, qu'il faut juste arrêter le massacre en cours, arrêter les crimes en cours et arrêter le génocide en cours. Les élections palestiniennes sont une exigence palestinienne. Ils sont une exigence palestinienne. Je rappelle qu'on a signé un accord avec Israël en 1996, juste quelques mois avant la tenue des premières élections. Et ça, c'est la base, ça, c'est le cadre que nous avons sur les élections. Un accord signé entre nous et les Israéliens. Cet accord stipule qu'Israël permette la tenue des élections législatives et présidentielles dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. La bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et c'est Jérusalem-Est le problème fondamental. Israël a permis la tenue des élections en 1996 à Jérusalem-Est, en 2005 et en 2006 également. Et il a refusé leur tenue en 2021. Et on était obligé à reporter. Et je dis les choses simplement. Il n'y a aucun président palestinien, aucun leader palestinien qui accepterait d'abandonner Jérusalem-Est. La tenue des élections palestiniennes sans Jérusalem-Est serait une trahison à notre peuple, une trahison à notre cause et une acceptation de l'annexion par Israël de Jérusalem-Est et une acceptation du plan de Trump et un effondrement total de la question palestinienne. Aucun leader palestinien n'accepterait d'écarter Jérusalem. C'est pour cela qu'on a dit à nos partenaires européens, à nos amis européens, à l'Union européenne, mettez de la pression, parlez avec vos amis, raisonnez vos amis pour qu'elles permettent la tenue de ces élections. Nous sommes prêts, le mécanisme est prêt, le recensement a été fait. 97% des Palestiniens susceptibles à caster leur vote, à voter, se sont inscrits dans l'espace de 2 jours. Et c'est un message très fort qu'on reçoit de terrain. Cette jeunesse palestinienne, vibrante, dynamique, extraordinaire, qui a soif à exercer ce processus démocratique, de vivre ce processus et de caster sa voix pour une fois. Mais sans Jérusalem-Est, impossible. Impossible. C'est pour cela que nous disons l'inverse. Mettez de la pression sur Israël, nos amis européens, comme vous l'avez fait en 2005 et en 1996, pour qu'Israël respecte ses obligations et respecte l'accord signé avec elle. Mais c'est une exigence palestinienne, c'est une nécessité palestinienne. Et je crois aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de la tenue de ces élections pour que le peuple palestinien choisit ses représentants et vit et exerce ce processus démocratique tant aspiré. Et c'est légitime. Maintenant, les Américains, parlons d'autres élections dans d'autres parts dans le monde, on connaît le scénario. Premier mandat, mid-term, deuxième mandat, mid-term, et chaque président américain voudrait faire quelque chose juste avant la fin du deuxième mandat. Et on a vécu ça. Obama a été la plus grande déception, je crois, pour le monde entier, sur beaucoup de sujets, mais surtout pour nous. La seule chose qu'il a fait, c'est de permettre, via une abstention au Conseil de sécurité,
le vote de la résolution 2334 qui demande d'Israël d'arrêter sa colonisation, qui remet, c'est une résolution très globale et qui donne le droit au boycott également, qui demande de boycotter les produits des colonies israéliennes, ce qui est une chose légitime, le boycott des produits des colonies et tout ce qui en résulte. Aujourd'hui, les Américains, nous sommes en train de voir que c'est le partenaire en crime, le partenaire dans ce crime israélien. Les États-Unis continuent à fournir à Israël des armes qui sont en train de tuer les enfants palestiniens. Les États-Unis sont responsables, ils ont la plus grande responsabilité de faire arrêter cette agression, d'arrêter de fournir à Israël des armes utilisées pour commettre un crime, le crime de génocide. Hélas, et on connaît le scénario. Là, les États-Unis, ils vont être à l'arrêt, ils vont freiner, ils préparent les élections. Ça veut dire une carte blanche ou un feu vert à Israël. C'est le moment que l'Europe joue un rôle vraiment important. Dans cette complicité américaine, mais absence politique américaine réelle, c'est le moment que l'Europe reprenne son rôle historique et essayer de créer d'abord l'arrêt de l'agression, arrêter tout commerce avec la colonisation, avec les colonies, arrêter l'accord stratégique avec Israël pour toute violation des droits de l'homme, l'article 2 de cet accord. L'Europe a beaucoup d'outils. Elle a beaucoup d'outils à utiliser pour déjà rendre responsable l'État d'Israël pour ses crimes contre le peuple palestinien, mais pour créer aussi un mécanisme politique. Et de par l'histoire, toute initiative politique concernant la question palestinienne venait de l'Europe et particulièrement de la France. Tout le monde se souvient de fameux discours de général de Gaulle en 1967. Tout le monde se souvient qu'en 1980, c'est le président Giscard d'Estaing qui a, grâce à lui, la communauté européenne de l'époque a reconnu le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et tout le monde se souvient qu'en 82 déjà, Mitterrand, avec l'évacuation des Fidaïyin et de Arafat, président Arafat, de Beyrouth, mais la reconnaissance de l'identité politique et nationale du peuple palestinien. Aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle initiative de la France. Et c'est la France qui a toujours été suivie par les Américains. Et c'est la France qui a toujours précédé les Américains par au moins une vingtaine d'années. De tout effort, de toute reconnaissance et de toute dynamique qui représentait un tournant dans l'histoire de la question palestinienne. C'est pour cela que nous demandons à la France de continuer, de reprendre l'initiative et de hausser cette voix singulière de la France. La voix unique de la France est singulière, basée sur le droit. La France, elle a beaucoup de crédibilité. Elle a encore un héritage dans notre région. Et il faut construire sur cet héritage et cette crédibilité pour engager une dynamique. L'Europe suivrait la France. Et c'est le moment, et votre voix est importante, votre voix, chère madame, est importante, et votre engagement à lever la voix, continuer cette mobilisation et
faire entendre. Je parlais tout à l'heure de l'OLP. L'OLP qui a ses structures. Et je me souviens, après l'assassinat du président Arafat, tout le monde se posait la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Palestiniens? Ils vont s'entretuer. Ça va être la guerre civile après la disparition du président Arafat. Mais ça n'a pas été le cas. Car au sein de l'OLP, il y a des structures claires, il y a un mécanisme de choix, d'élection des représentants du peuple palestinien, où ils se trouvent dans le territoire palestinien occupé et aux diasporas palestiniens. Et ça serait toujours le cas. Ça serait toujours le cas. Si on n'arrivait pas à faire des élections en territoire palestinien occupé, il y a les élections au sein de l'OLP. Et on est engagé depuis des années à tout un processus, dans un processus de réforme de l'OLP qui va inclure toute force politique palestinienne, qui est prêt à s'engager dans un projet commun palestinien. Du coup, le processus serait simple. C'est le peuple qui va choisir, via les mécanismes existants, ses représentants. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Encore une fois, je vous exprime mon grande émotion et mon grand plaisir d'être ici, à Toulouse, d'échanger avec vous. Et j'espère que prochainement, on se voit dans ma Palestine libre et particulièrement chez moi à Gaza.